Sur 100 francs dépensés par l'État en 2017, 28,75 le seront dans le social. Pour la première fois, ce centre de coût dépassera celui dévolu à la formation. Un électrochoc pour les députés de droite. L'État social tourne à plein pot dans le canton. Ces dernières années, il a par exemple mis en place les rentes-ponts ou encore les prestations complémentaires pour les familles. Des prestations qui coûtent cher à l'État, mais qui soulagent les caisses chômage ou les services sociaux. Autre domaine où les coûts explosent, c'est celui de la santé. Et là, on a une lecture opposée à gauche ou à droite. Le PS fustige la libéralisation du secteur et l'arrivée en masse de médecins étrangers depuis 2012. La droite estime au contraire que l'État s'immisce déjà bien assez dans les rouages du système et souhaite davantage de concurrence. Autre débat qui divise les partis, la politique migratoire. D'ici 2040, quelques 180 000 étrangers viendront s'installer dans le canton de Vaud. De la main-d'œuvre, certes, mais qu'il s'agira d'intégrer convenablement. Dans le domaine de l'asile, le canton vient de durcir son règlement concernant les renvois des étrangers sans statut légal. Jusque-là, il avait la réputation d'être plutôt tolérant. Face aux autorités, des collectifs citoyens se sont créés pour venir en aide aux migrants menacés d'expulsion. Mais l'État ne fléchit pas, malgré la majorité de gauche au gouvernement. Voilà alors le plaisir après ce nouveau tour de table, d'accueillir la conseillère d'État sortante Béatrice Métraud. Vous êtes du Parti des Verts, vous êtes au Conseil d'État depuis 2011, en charge des institutions et de la sécurité. Vous avez été élu au deuxième tour en 2012 à 44,7%. Les chiffres de la criminalité dans le canton de Vaud viennent d'être publiés. Il y a une baisse générale. Pourtant, le sentiment d'insécurité, il reste très fort dans la population. Comment est-ce qu'on fait passer le message? Est-ce que c'est juste des chiffres auxquels on fait dire à peu près ce qu'on veut? Ou est-ce qu'il y a une réalité qu'on peut expliquer? Alors non, ce ne sont pas des chiffres auxquels on fait dire ce qu'on veut, c'est la réalité. La criminalité baisse dans l'ensemble de la Suisse, donc c'est un fait. Alors sur ce sentiment d'insécurité, comment on résout cette question-là? On demande aux forces de sécurité d'être dans la rue, on demande aux forces de sécurité de se montrer, on intervient sur des thématiques particulières, comme par exemple les dealers, le deal de rue, où toutes les communes, qu'elles soient régionales, toutes les polices, qu'elles soient régionales, communales ou cantonales, on lutte contre le deal de rue. Madame de Quattro, en juillet 2013, lorsqu'elle était encore en charge de la sécurité, avait initié l'opération Strada pour une année. Le Conseil d'État, en 2014, l'a reconduite, en 2014, en 2015, en 2016. Et ça, c'est vraiment, je dirais, nous essayons de harceler les dealers, l'ensemble des forces de sécurité, pour avoir ce sentiment de sécurité lorsque l'on est en ville ou dans des territoires où nous savons que les dealers sont présents. Donc c'est comme ça qu'on agit. On agit avec des opérations spéciales, l'opération Strada, initiée par Madame de Quattro, ou bien des opérations que nous menons le soir, les cambriolages, parce que c'est bien le soir qu'il y a les cambriolages. On fait de la prévention, on fait de l'information, on va dans les écoles. Donc on a vraiment une action, je dirais, sur l'ensemble du territoire et dans tout un tas de domaines. On va vraiment sans transition aucune, on va parler de la migration également, c'est pour ça qu'on vraiment sans transition. Monsieur Buclin, on dit que le canton de Vaud est un canton finalement assez sympa finalement avec les migrants, et même critiqué par la Confédération parce qu'il n'y a pas assez de renvois dans le canton de Vaud. C'était le cas avec notamment les cas Dublin. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ah non, pour le moins, je n'utiliserai pas l'adjectif sympa quand je vois que des femmes enceintes sont renvoyées en Italie de manière aveugle, administrative, dans le cadre des accords Dublin, quand je vois des familles avec des enfants en bas âge qui sont renvoyés en Italie, quand on sait les conditions d'accueil extrêmement dures dans ce pays, non, l'adjectif sympa n'est pas celui qui convient. Moi, je plaide pour une politique d'accueil plus généreuse. Je pense que dans un canton et dans un pays riche comme le nôtre, nous avons les moyens d'accueillir les personnes dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans de bonnes conditions, pas sous terre, pas dans des bunkers, parce que c'est pas non plus comme ça qu'on favorise le vivre ensemble. C'est au contraire dans des centres d'accueil avec du personnel qualifié. Et d'ailleurs, on a une sous-dotation de personnel actuellement dans les centres d'accueil type EVAM. Ça aussi, c'est quelque chose que je critique fortement. Philippe Lebas, vous êtes en charge de cette question. Vous pensiez bien qu'on allait vous poser la question. Est-ce que
ce type de politique est possible? Est-ce qu'il est désirable? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça, entre les exigences de la Confédération et une politique vaudoise avec, c'est vrai, une tradition quand même historique d'accueil plus généreux, alors qui est certainement pas encore assez généreux, mais comment est-ce que vous vous positionnez? M. Bucla, ce ne sera jamais assez généreux. On dépense à peu près 140 millions par année dans le seul canton de Vaud en matière de politique d'asile. 140 millions sur 9 payés. Milliards, c'est tout relatif. Oui, bien sûr, c'est peut-être pas vous qui les payez. Payés par le contribuable vaudois. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, quelle est la politique d'asile que nous avons mise en place? Nous avons une politique, alors là, je le reconnais très volontiers, d'intransigeance avec les délinquants. Le 100% des étrangers en situation irrégulière qui peuvent être expulsés le sont dans le canton de Vaud. Et c'est une fierté parce que celui qui ne veut pas respecter notre ordre juridique n'a rien à faire chez nous. Sur le deuxième volet de l'équilibre de la politique d'asile pratiquée par le Conseil d'État, nous sommes l'un des cantons qui obtenons le plus de permis humanitaires à l'endroit de ceux qui font l'effort de l'intégration, qui respectent notre ordre juridique, n'en déplaise à M. Bucla, qui s'intègrent, qui font l'effort d'être autonomes financièrement, et nous en obtenons à peu près pour les clandestins en moyenne 86 permis humanitaires par année, et à peu près la même chose pour les résidents d'asile déboutés. C'est-à-dire que, dans le même temps, je vais donner une comparaison parce que ça vous situera, dans le même temps, le canton de Zurich, qui est 2 fois plus peuplé, qui a probablement 2 fois plus de clandestins que nous et 2 fois plus de requérants d'asile, on obtient entre 5 et 10 par année. C'est la démonstration que nous avons une politique équilibrée. Je vous entends, vous êtes pour accueillir tout le monde, j'en entends d'autres qui veulent mettre tout le monde dehors. Nous essayons d'avoir une politique cohérente, d'intransigeance à l'endroit de ceux qui ne veulent pas respecter nos valeurs et de main tendue à l'endroit de ceux qui font l'effort d'une intégration et finalement de reconnaître notre mode de vie. Voilà la politique que nous conduisons, mais c'est toujours beaucoup plus facile de la critiquer quand on ne la porte pas. Si je peux brièvement répondre, M. Lebas prétend qu'on a une reconnaissance pour les personnes qui s'intègrent. J'aimerais quand même rappeler que dans ce canton, il y a plusieurs milliers de travailleuses, de travailleurs sans statut légal, sans papier, qui travaillent ici, qui cotisent aux assurances ici, qui ont des enfants ici, qui les envoient à l'école. Et là, on n'a aucune politique de régularisation collective. Nous demandons des régularisations collectives comme à Genève, aussi parce que ça permettrait de lutter contre le dumping salarial. Parce que des employeurs peu scrupuleux profitent des statuts au noir ou au gris pour payer les gens 10 ou 12 francs de l'heure et pour mettre la pression sur l'ensemble des salariés. Monsieur Maillard, ce qu'il faut également prendre en compte, c'est les communes, en fait. C'est qu'il faut trouver des centres, il faut trouver des communes qui sont d'accord aussi d'accueillir ces centres. Et c'est peut-être pas ça le gros problème actuellement qu'il y a au niveau du canton. Bien entendu, on a fait des efforts très importants d'ouverture de lieux d'accueil en urgence, parce qu'il y a eu une flambée des arrivées pendant 2 ans, y compris aussi de mineurs non accompagnés. On a essayé justement d'éviter qu'ils soient dans des abris pour les mettre dans des structures qui ont été ouvertes. À chaque ouverture, c'est des débats. Il faut aller affronter. Et je dois dire que M. Lebas l'a fait. Il est allé affronter les populations. Elles n'accueillent pas toutes avec un grand enthousiasme ces arrivées. D'autre part, nous sommes, c'est connu, le canton qui, de très loin, a le plus de situations de cas Dublin dont les procédures sont nationalisées, justement parce qu'on a priorisé les renvois des délinquants. Là-dessus, on est mis sous pression par la Confédération. Et puis, j'ajouterais aussi que, s'agissant de la régularisation, il faudra voir les résultats. Monsieur Lebas a cité le nombre de régularisations qui sont obtenues. Ça, c'est une chose. Puis après, il y a les régularisations qu'on annonce. Le canton de Genève, pour l'instant, en a annoncé. On verra dans quelques temps. J'ajoute que dans l'accord qu'a passé le canton de Genève, qui est intéressant, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il vaut mieux des gens avec un statut, parce qu'on peut moins les exploiter. D'ailleurs, je suis partisan qu'on sanctionne plus durement les employeurs, parce que derrière la plupart des clandestins, il y a un employeur. Et on devrait sanctionner beaucoup plus durement les employeurs. Le droit fédéral, d'ailleurs, nous laisse peu de marge de manœuvre. L'UDC, qui n'est pas ici, d'ailleurs, refuse toujours les lois de lutte contre le travail au noir, qui permettrait de sanctionner les employeurs, qui sont ceux qui font venir les gens, et qui ensuite font pression sur les salaires. Là-dessus, je suis d'accord avec M. Bucla. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est effectivement d'obtenir, quand les gens sont bien intégrés, des régularisations. Et là, encore une fois, on essaie de faire le maximum. J'ajoute enfin que sur la question des renvois, nous, on essaye d'avoir une proportionnalité, et c'est, à part certains qui font semblant de nous critiquer, mais qui savent très bien qu'on fait le maximum, eh bien, à part ça, on doit admettre que les permis
Ce qui permet à quelqu'un de s'intégrer, d'avoir un travail, d'avoir une vie, ça n'est pas le canton qui les donne. C'est la Confédération. Et ça, c'est la limite de tout. On pourrait éventuellement stopper les renvois, mais on ne donnerait pas de statut légal à ces personnes et donc pas de possibilité d'avenir. C'est pour ça que le chemin vers des régularisations, dans le cadre d'un droit fédéral très strict, eh bien, est le seul qui est digne pour les personnes. Pourquoi ce qui est possible à Genève ne serait pas vous verrez, possible sur Vaud? Je suis content d'entendre vos propos, mais j'attends des actes, Monsieur Maillard. Les actes qui sont faits, Monsieur Lebas, donnez les chiffres et encore une fois, faites le calcul dans 1 an ou dans 2 ans. On verra si la démarche genevoise a plus d'efficacité. On n'est pas fermé, mais je signale juste qu'à part ça, le canton de Genève a dit que ceux qui sortiront de la clandestinité et qui ne seront pas régularisés, le canton de Genève doit s'engager à les expulser. Et ça, disons, on verra si ce volet-là de l'accord, vous le trouvez aussi bon. Moi, je me réjouis de vous entendre lorsqu'il y aura le premier clandestin genevois non régularisé qui sera mis dans un avion. Je me réjouis de vous entendre, savoir si vous direz oui, c'est parfait, c'est l'accord, il faut le respecter. Et puis, le risque de l'appel d'air, il est considérable. Il est considérable parce que c'est pour l'essentiel de l'économie domestique. Alors, vous m'expliquez comment on fait pour contrôler dans tous les ménages où on est la femme de ménage qui passe l'aspirateur, où on est le jardinier qui tond le gazon le samedi, et comment on fait pour contrôler l'ensemble de ces situations-là sans un état policier. Donc il faut juste faire un tout petit peu attention. Commencez par faire des contrôles sur les chantiers, dans les cafés, dans les restaurants, de manière suffisante. Beaucoup plus que la plupart des cantons. Merci beaucoup. Si vous étiez renseigné, vous ne diriez pas ça. Merci beaucoup. On va passer à la partie sociale également, c'est important également de l'évoquer. Alors François Pointet, c'est un constat sur 100 francs dépensés par l'État en cette année, en 2017, 28 francs 75, le seront dans le social. Pour la première fois, c'est un centre de coût qui dépasse celui qui est dévolu à la formation. Est-ce que cette situation-là vous paraît normale, inquiétante, provisoire Comment le candidat vert libéral que vous êtes Alors, elle nous paraît inquiétante. C'est un constat. C'est inquiétant qu'on investisse, que la part pour recoller les pots cassés de la société, puisque c'est bien le rôle du social, dépasse ce qu'on arrive à investir dans l'enseignement. Alors maintenant, suite à ce constat, on doit comprendre ce qui se passe et agir. Mais comprendre ce qui se passe, c'est déjà beaucoup de travail, puisque dans tout le paquet social, c'est difficile de savoir, à notre avis, ce qui rentre, ce qui sort et comment sont réparties ces choses-là. Est juste d'après vous, et si non, qu'est-ce qu'il faudrait pour l'amender? Il faut commencer par détricoter ce système social pour le comprendre et comprendre quelles sont les distributions qu'on fait aux personnes pour mettre la pression sur ces coûts et pour pouvoir remettre les gens sur le marché du travail. Justement, il y a peut-être une divergence entre la gauche et la droite. Est-ce que Jacqueline de Quattro, est-ce qu'on ne dépose finalement pas trop pour le social? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné qu'on n'arrive plus à financer finalement? Je pense qu'il faut faire attention à la dynamique, mais comme cela a été dit, il y a une partie de la population qui a besoin d'un soutien à un moment donné, peut-être sur la durée, et nous ne pouvons pas, dans un pays qui a une tradition humanitaire, les laisser au bord du chemin. Ça, c'est clair. Je pense que là où il faut faire attention, c'est sur les cas d'abus. Et je sais que M. Maillard et son département est très attentif à ce qu'il n'y ait pas d'abus, parce que c'est là-dessus ensuite que se fissure la confiance de la population. Et puis elle sera beaucoup plus généreuse si elle sait qu'il y a des bons contrôles. Et lorsqu'il y a des abus, il y a des sanctions. Et je pense que c'est la transparence qui est le gage de la réussite. Après, c'est vrai qu'il faut essayer de maîtriser la spirale. C'est un peu le même problème que dans la santé. On en parlera tout à l'heure. Comment faire face à ces grandes masses de demandes? Et puis finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours un peu les mêmes qui payent. Jusqu'où est-ce qu'ils pourront le faire? Ça, c'est effectivement un des grands enjeux aussi de la prochaine législature. Et je pense que nous sommes au début de la problématique. Pierre-Yves Maillard, juste, Claudine Amstein, la directrice de la Chambre vaudoise de commerce et d'industrie, exprimait sa crainte que, je cite, nous retombions dans la situation financière des années 90. L'économie ne pourra pas financer indéfiniment. Dans les années 90, à la fin des années 90, au début des années 2000, on est arrivé à près de 9 milliards de dettes. Aujourd'hui, on en a moins d'1 milliard qui sont largement couverts par nos actifs. Nos charges d'intérêt passifs sont inférieures à nos charges d'intérêt actifs, c'est-à-dire à ce qu'on reçoit des créances qu'on a. Donc, au fond, on peut dire qu'on a désendetté le canton. Et on l'a tous fait. J'ai dirigé un gros département, j'ai aussi fait des efforts dans ce domaine.
Donc, première chose, il faut arrêter de faire peur. Il faut arrêter de faire peur avec cette histoire. Si on ne peut pas, aujourd'hui, où on présente depuis des années des comptes excédentaires par centaines de millions, si on ne peut pas faire les efforts pour les aînés qui entrent en EMS, une place en EMS, c'est environ 100 000 francs de coût. Qui peut payer ça par lui-même ? Comment est-ce qu'on ose dire que la hausse du social serait scandaleuse quand on sait que chaque personne qui a à peu près 75 à 80% des gens qui entrent en EMS ont besoin justement des prestations complémentaires pour payer ces charges. Mais ils ont aussi payé les cotisations sociales, ils ont payé les impôts toute leur vie. Et donc au moment où ils sont dans la fragilité, il y a un retour sur tout ce qu'ils ont contribué en termes de richesse. Quand on essaie d'insérer les jeunes, c'est aussi un investissement pour l'avenir, c'est de la formation. Quand on essaye de soutenir les familles, imaginez 4 primes d'assurance maladie à payer, c'est plus de 1000 francs par mois. Vous ajoutez ça à un logement, vous ajoutez ça aux impôts, vous ajoutez ça aux frais courants, et vous voyez bien que à peu près pour un tiers de la population, c'est pas possible. Si on veut des primes par tête, moi je suis contre les primes par tête, mais enfin c'est comme ça. Tout le monde a dit, on fait des primes par tête. 4 personnes dans un ménage qui gagnent 6 000 francs payent plus qu'une personne seule qui gagne 20 000 francs. C'est notre système. Mais on corrigera avec des subsides pour la classe moyenne et les gens modestes. Puis quand on le fait, mais alors on ne peut pas dépenser pour le social. Il faut arrêter ce double discours. On a une dépense qui est liée à des besoins des personnes âgées. On s'est donné les moyens de le faire. On essaie d'être rigoureux. Madame de Quattro l'a dit, on essaie d'être rigoureux dans les contrôles, mais je crois qu'on peut se permettre de soutenir les gens. Et j'ajoute une chose, un pauvre, un malade, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Un pauvre, un malade, c'est peut-être nous-mêmes. On ne sait pas ce que sera la vie dans 10 ans. Bien peu de gens peuvent jurer, j'aurai jamais besoin de prestations sociales. Quant à la maladie, on est à peu près tous sûrs d'y passer une fois. Donc, quand on critique le social, on devrait faire attention parce qu'un jour, on devrait peut-être aussi, à notre tour, en avoir besoin. Pourtant, il faut des financements et là-dessus, on a toujours trouvé des financements pour le faire. Et des financements modérés qui n'ont jamais affaibli la croissance économique de notre canton est plus forte que la croissance économique suisse. On a des finances saines, donc on peut, de manière raisonnable et maîtrisée, je crois, continuer ces soutiens. Béatrice Métro, dans l'intégration, dans les efforts d'intégration justement pour dépasser cet effet de seuil, pour sortir les gens du social, est-ce que c'est le tonneau des Danaïdes ou est-ce qu'il y a un espoir d'arriver à des résultats qui feront baisser cette facture? Comment est-ce que vous voyez les choses? Moi, je pense que ce n'est pas du tout le tonneau des Danaïdes, absolument pas. Et je vais vous donner un exemple assez pratique. Madame Lyon et Monsieur Maillard se sont préoccupés des jeunes en formation. C'est ce concept Forjade. 3000 jeunes qu'on a sortis de l'aide sociale. 3000. 1000 qui sont en formation et qui ont un CFC. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et je fais un lien avec le département dont je m'occupe. Ces jeunes qui sont en formation, ces jeunes qui ont un CFC, ces jeunes qui trouvent une place dans la société, parce qu'on l'a dit, parce que mes préopinants l'ont dit, on est là pour trouver une place à la personne dans la société. Et bien ces jeunes-là, moi, je ne les retrouve pas dans les établissements pénitentiaires. Je ne les retrouve pas à Palaisieux. Je ne les retrouve pas dans des établissements où, parce qu'ils ont commis tel ou tel délit. Et c'est ça la cohésion sociale. Et c'est ça prendre en charge la société. Donc pour moi, c'est important. Il n'y a pas de tonneau des Danaïdes. Et je dirais, pour clore sur ce sujet-là, je dirais que effectivement, un bon accompagnement social, un bon accompagnement de la société, une cohésion sociale, eh ben, ça procède au sentiment de sécurité. Madame Einstein, elle fait peur. Je ne sais pas si elle fait... non, pas elle-même, mais je veux dire par ses propos. Elle ne fait pas peur. J'espère qu'elle ne fait peur à personne. Mais si je reviens sur les propos de Madame Métro, quand elle dit que ce n'est pas le tonneau des Danaïdes, elle a raison. Tant qu'on a la croissance économique. Le jour où vous n'avez plus de croissance économique, aucun des régimes sociaux dont on parle ou des assurances sociales dont on parle, l'assurance maladie, le RI, l'assurance chômage, les prestations complémentaires, aucun de ces régimes ne supporte une décroissance économique. Si vous regagnez la majorité gouvernementale au mois de mai, est-ce que vous allez... Je pose une question avec un si. Je pose une question. Je pose une question avec un si. Est-ce que vous poursuivez cette politique
ou est-ce que vous l'atténuez? Parce que c'est ça, finalement, la question qui est posée. Eh bien, il faudra contrôler les effets dynamiques d'une telle politique au regard de la situation économique. Et nous devons tout le temps ajuster les politiques publiques aux capacités de financement, et ceci à court, à moyen et à long terme. C'est cela la gestion d'une collectivité publique. Vous ne pouvez pas considérer qu'il y a forcément des décisions prises en autorité qui sont éternellement valables, indépendamment de tout ce qui arrive. Vous êtes bien obligé de conduire les choses en tenant compte de vos possibilités financières et de l'ensemble de l'évolution de la société. Adrien Buclin? Oui, moi j'ai une proposition assez simple à faire à la droite si elle veut baisser le coût du social, c'est une loi cantonale pour un salaire minimum. Parce que je rappelle quand même qu'on a dans ce canton des personnes qui travaillent 40 heures, 42, 44 heures par semaine pour un salaire qui ne leur permet pas de vivre dignement et donc qui ont des compléments d'aide sociale. Donc ça, c'est une première proposition. Et une deuxième que nous portons depuis maintenant plusieurs années, c'est une assurance cantonale pour la couverture des soins dentaires, pour le remboursement des soins dentaires. C'est une cause de précarité importante pour de nombreuses familles dans le canton. Quand vous vous retrouvez avec 3 000, 4 000 francs de factures de dentiste à sortir, eh bien, nous proposons sur le modèle de l'AVS une assurance qui couvre les soins dentaires et qui serait un vrai progrès social pour ce canton. Je voudrais également écouter François Pointet parce qu'on vous a encore pas entendu sur ce sujet. Alors, clairement, le salaire minimal a été refusé au niveau fédéral, refusé par le peuple vaudois aussi. C'est toujours le même problème. Si vous avez malheureusement des travaux qui n'apportent pas la plus-value pour le salaire, ça devient difficile pour l'entreprise de tourner. Pour ce qui est de couvrir les soins dentaires, là aussi, il y a un gros problème, c'est le financement. C'est toujours facile de revenir avec un financement qui péjore le coût du travail. C'est dangereux pour la croissance, c'est dangereux pour la richesse du canton. Et de revenir tout le temps avec une augmentation du coût du travail, ça péjore les entreprises. Je voudrais juste être clair également avec vous, M. Maillard. Vous dites, tant qu'on est dans la croissance, ça va bien, on peut... Si ça s'arrête, on fait quoi? On annule tout? D'abord, attendez. Je veux dire, les régimes sociaux sont aussi des stabilisateurs. Je ne pense pas que si jamais il y avait un élément de réduction de la conjoncture, d'ailleurs c'est vrai qu'il y aurait une croissance des dépenses sociales, c'est clair, qu'on devrait tenir. On a juste, quand même, ce canton a vécu avec un endettement, mais qui était à des multiples d'aujourd'hui, il n'est pas mort. On peut aussi imaginer pendant des périodes de basse conjoncture, devoir stabiliser en faisant de l'investissement pour soutenir les entreprises. J'ajoute que ces dépenses sociales, elles ne partent pas dans la nature, c'est des dépenses chez l'épicier du coin, c'est des dépenses dans la consommation, donc on maintient aussi la conjoncture. On n'a rien fait d'irréaliste. Quand on a fait les PC familles, vous souvenez-vous des visions d'apocalypse qu'on nous présentait. Est-ce que le canton, depuis qu'il a les PC familles, est plus mal en point? On avait 25% des mamans qui élèvent seules des enfants qui étaient à l'aide sociale. Aujourd'hui, elles sont au PC famille, elles concilient du travail et un soutien raisonnable. Maintenant, je veux dire un mot. On est au terme de l'émission, donc merci beaucoup. Sur l'idée d'un salaire minimum, c'est ce que vous auriez dit. Voilà, on va pas partir. On ne va pas complètement fermer la porte parce que je pense que... C'est vrai que dans les cantons du Jura de Neuchâtel, on teste aujourd'hui des modèles qui peuvent peut-être avoir un intérêt. Voilà. C'était plus qu'un mot. Merci beaucoup, Monsieur Lebas. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce soir. On est au terme de ce premier débat consacré aux candidats du Conseil d'État vaudois. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site internet latélé.ch. Mercredi prochain, vous retrouverez à cette même place Virginie Guérard et Pascal Vasmer pour le débat consacré au Grand Conseil. Et avec Thierry Maillard, on vous retrouvera le mercredi 12 avril pour le second débat pour le Conseil d'État. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée sur la télé. Bonne soirée.